Donc, bonjour, je suis Asdin Hlou et je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence Sciences Maroc. Au nom de mon association, je suis ravi d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, qui n'est plus à présenter puisqu'il s'agit de Monsieur François Hollande, président de la République française de 2012 à 2017. Je tiens, Monsieur le Président, à vous remercier chaleureusement pour l'immense honneur que vous nous faites ce matin en nous consacrant de votre temps et en acceptant de répondre à nos questions. J'en profite également pour vous remercier, cher public, pour votre présence aussi nombreuse et pour l'intérêt que vous portez à notre événement. Alors, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Ma première question concernera une région qui nous tient particulièrement à cœur en tant qu'association, le Maghreb et les relations franco-maghrébines plus particulièrement. Monsieur le Président, je ne vous apprends rien en vous disant qu'elles sont en ce moment particulièrement tendues. La relation franco-marocaine n'aura probablement jamais été aussi mauvaise depuis l'indépendance du pays. La relation franco-algérienne, malgré les efforts du président Macron, reste ponctuée par des crises à répétition. La Tunisie fait malheureusement face à la situation d'instabilité que nous constatons avec amertume, sans parler de la question des visas baissés drastiquement pour des raisons électoralistes au détriment des relations humaines entre les deux rives de la Méditerranée. Pourtant, du temps où vous étiez président, jamais la France n'avait atteint le niveau d'intensité et de longévité des crises que nous traversons actuellement. Ainsi, je voulais vous demander, pensez-vous que la France peut entretenir une relation juste et équilibrée au Maghreb? Et si oui, pourquoi ce n'est visiblement pas ou plus le cas aujourd'hui? Bon, d'abord, merci pour votre invitation et pour vos questions auxquelles je vais immédiatement répondre. La première est la plus délicate. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la France, qui a tant de liens avec le Maghreb, des liens humains, des liens culturels, des liens économiques, soit à ce point en difficulté, en délicatesse même par rapport à des pays qui devraient être des pays disponibles et amis. Bon. Il y a une première observation, c'est que le Maghreb lui-même n'est pas uni. Et c'est un drame d'ailleurs que de le constater. Ce n'est pas récent, mais aujourd'hui, le fait que le Maghreb ne se présente pas de manière cohérente avec des positions qui pourraient être communes face à l'Europe ou face aux pays arabes et aux pays africains est une première difficulté. La deuxième remarque, c'est que la question des visas a été particulièrement malencontreuse, puisqu'elle a fâché l'ensemble des pays du Maghreb. Le Maroc, qui avait une tradition d'envoyer des étudiants en France, d'avoir des relations culturelles importantes, et qui a vu donc un certain nombre de personnalités empêchées de venir en France. Et ça a créé une tension qui n'a pas disparu. Ensuite, l'Algérie a également, même si elle a un régime particulier que certains d'ailleurs veulent remettre en cause, l'Algérie aussi a vu cette politique de visa comme une forme d'agression. C'est en plus souvent ce qu'elle établit comme type de relation. Donc, ça a là aussi compliqué la question algérienne en France. Et enfin, la Tunisie, qui vit des convulsions, s'est repliée sur son périmètre et n'a pas forcément avec la France la même relation que je pouvais connaître avec les présidents tunisiens précédemment. Ensuite, il y a la question du Sahara occidental qui empoisonne depuis longtemps la relation de la France avec le Maghreb, on lui demande de choisir. Or, précisément, la France, à juste raison, doit montrer, non pas de l'équidistance, mais doit montrer qu'elle s'appuie sur des règles internationales pour que cette question puisse être enfin réglée dans le cadre des Nations Unies. Alors, comment faire aujourd'hui pour reprendre l'initiative? Je crois qu'il y a un geste qui doit être posé sur la question des visas. Et deuxièmement, il y a des coopérations nouvelles qui doivent être lancées. Je ne suis pas sûr que de reprendre l'Union pour la Méditerranée, qui avait été une initiative de mon prédécesseur, soit particulièrement judicieuse, mais il s'agirait de reprendre ce qui a été un moment la politique que j'avais conduite, c'est-à-dire une politique de voisinage, et de faire en sorte que nous puissions nous rencontrer plus régulièrement, soit en bilatéral, soit en multilatéral avec les pays du Maghreb. Enfin, il y a la question des investissements français, notamment au Maroc, qui aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à
à concevoir compte tenu de la dégradation des rapports. Donc, il faut que les entreprises françaises considèrent qu'elles doivent faire un effort particulier dans la localisation de leurs investissements et dans l'idée qu'ils n'ont pas à avoir des privilèges, mais qu'ils doivent se soumettre au droit commun. Voilà, ensuite, il y a les relations, j'allais dire, personnelles. Ça compte en diplomatie et donc il faut à un moment aller à la rencontre des responsables, le roi du Maroc, le président algérien, le président tunisien. Il faut les rencontrer, leur parler, et essayer de dissiper les sujets de tension. Ça ne fera pas forcément une évolution rapide, mais c'est au moins des actes qui doivent être posés pour retrouver une certaine stabilité, une certaine quiétude et surtout une certaine confiance. Alors, je sens qu'il y a beaucoup de réactions, mais on va laisser les réactions pour la session questions-réponses avec l'audience. Je vous propose maintenant d'aborder un autre dossier qui a occupé votre agenda diplomatique durant votre mandat, le Mali. En effet, à partir de janvier 2013, alors que tout le nord du Mali est occupé par les rebelles Touaregs et les djihadistes, la France décide d'intervenir militairement dans le cadre d'un mandat de l'ONU et à la demande du président malien, M. Traoré. Si l'opération est dans un premier temps un succès militaire indéniable, il apparaît rapidement que le militaire ne peut pas suffire à lui seul. Avec la résilience djihadiste, le prolongement de la présence française et surtout l'absence de réponse pérenne et durable à la pauvreté endémique, qui est le véritable terreau du djihadisme, l'on pourrait trouver là des explications au sentiment anti-français qui s'est développé dans le pays au fur et à mesure des années. Ainsi, j'aimerais vous demander, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que l'opération au Mali s'est à ce point focalisée sur l'aspect militaire qui est tout à fait nécessaire sur le court terme, hein, j'entends bien, mais peut-être au détriment de l'élaboration d'une réponse politique de long terme, en l'absence de laquelle, on l'a vu tout récemment, les djihadistes ont pu regagner du terrain dès que les troupes françaises ont quitté le théâtre des opérations. Oui, cette analyse, dont je partage un certain nombre d'éléments, elle est néanmoins assez injuste parce que j'avais veillé moi-même, lorsqu'il y a eu l'intervention militaire au Mali, Serval puis Barkhane, à ce qu'il y ait aussi une politique de développement. Et l'Union européenne avait à plusieurs reprises porté des attentions particulières sur la zone Sahel avec des aides qui ont été importantes. Donc l'idée qu'on n'aurait fait que du militaire et qu'on ne serait pas préoccupé du développement, à mon avis, est sans doute pour partie fondée, parce qu'on n'en fait jamais assez, mais est relativement partielle. Deuxièmement, sur le plan politique, il y a eu un accord qui avait été passé, vous vous souvenez, l'accord d'Alger, pour trouver une solution dans le dialogue avec les autonomistes, pour ne pas dire les indépendantistes du Nord Mali, mais qui n'étaient pas sous influence djihadiste. Et cet accord d'Alger n'a jamais été véritablement mis en œuvre par les autorités maliennes. Les autorités maliennes elles-mêmes, elles avaient été élues au suffrage universel, même si toujours les élections peuvent être contestées, mais enfin, elles avaient une légitimité. Et ce n'est pas à la France de se substituer aux autorités maliennes, même si on a regretté qu'il n'y ait pas la mise en œuvre suffisante des accords d'Alger. Dernier point, la France, et je peux en témoigner, elle n'avait pas vocation à rester plusieurs années au Mali. Et moi, ce que j'avais souhaité, c'est que après la première opération, puis ensuite Barkhane, nous ayons des forces africaines qui viennent se substituer aux éléments français et que la MINUSMA, c'est-à-dire la mission des Nations Unies, puisse n'être pas simplement une force d'interposition, mais une force d'intervention pour lutter contre le djihadisme, ce qui faisait que la France pouvait valablement se retirer. Il y a eu l'opération G5 Sahel qui n'a pas été véritablement satisfaisante et la MINUSMA s'est progressivement enlisée au point qu'aujourd'hui, elle amorce un mouvement de retrait. Dernier point, moi j'étais très sensible au fait que la France, elle venait à la demande des autorités maliennes et que les autorités maliennes devaient aussi rendre compte devant la population à travers les élections qui pouvaient être organisées au Mali. Et quand j'ai vu, je n'étais plus président, il est vrai, qu'il y avait eu un coup d'État, puis un deuxième coup d'État au Mali, ça aurait dû justifier une réaction de la France beaucoup plus forte
parce que c'était tout le contraire de ce que nous avions envisagé. Je rappelle que le Mali avait connu un coup d'État avant mon élection en 2012, et donc il y avait un président par intérim qui était au Mali au moment où nous sommes intervenus. Donc là, il y avait une remise en cause de tout ce qui avait été construit depuis que la France était intervenue. Pour terminer là-dessus, il ne faut pas non plus négliger dans le sentiment anti-français qui est exact dans une partie de la population, combien les services russes ont été mobilisés pour dénoncer la France, pour la mettre en cause, pour laisser penser que nous avions des intérêts économiques, commerciaux qui justifiaient notre intervention. Souvent, je me suis exprimé là-dessus. Et quand j'ai répondu à l'appel des chefs d'État africains, ce n'était pas pour aller chercher je ne sais quelle consécration internationale, c'est parce que c'était notre devoir de fraternité, et puis aussi c'était aussi la dette que l'on payait à l'égard de ces tirailleurs maliens, sénégalais qui étaient venus dans les 2 conflits mondiaux nous porter assistance. Donc, les services russes ont utilisé très bien l'idée que, au bout de quelques années, l'armée de libération, ce qui était la position de la France, devenait une armée d'occupation. Et donc, ils ont joué d'instabilité qui pouvait demeurer, de l'insatisfaction, des colères, pour nourrir un sentiment anti-français. Et je crois qu'il ne faut pas être dupe. Il y a une large partie de la population malienne qui, vis-à-vis de la France, a une amitié, une reconnaissance et une volonté que nous restions liés les uns aux autres. Vous me faites la transition, puisqu'il y a un autre dossier où la Russie a joué un rôle très important et que vous avez également suivi de très près, la Syrie. Parce qu'après l'avènement des révolutions populaires en 2011 qui ont fait vaciller le régime syrien, la France, sous votre présidence, a activement soutenu l'opposition à Bachar el-Assad. En 2013, d'ailleurs, après que la ligne rouge des armes chimiques a été franchie par Damas, vous vous êtes déclaré prêt à intervenir militairement, mais c'était sans compter sur le désistement des Américains et des Britanniques. 10 ans plus tard, l'eau a coulé sous les ponts. Le président Macron s'est dit ne pas vouloir faire de la destitution de Bachar el-Assad la condition préalable à tout. Damas semble être en très bonne passe pour remporter définitivement la guerre civile, et sa réhabilitation sur la scène internationale arabe notamment ne fait plus désormais aucun doute. Ma question sera donc la suivante. Pensez-vous, avec le recul historique, que votre stratégie a été la bonne sur ce dossier, et quelle est votre lecture des événements qui ont conduit à la résilience du régime syrien? La stratégie qui était la nôtre, c'était de soutenir l'opposition démocratique en Syrie, et pour l'essentiel, elle était composée d'éléments qui étaient inspirés par des valeurs et des principes démocratiques jusqu'en 2013, et de déstabiliser le régime syrien, de l'obliger à négocier, ce qui a été le processus qu'on a appelé les accords de Genève. Et à un moment, nous étions tout près d'obtenir ce résultat, c'est-à-dire que le régime de Bachar était tellement affaibli que, sous la pression internationale, il semblait presque prêt à une solution de transition. Arrive, c'est parce qu'il était précisément faible, arrive l'affaire des armes chimiques, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le régime joue son va-tout et pour terroriser la population, verse des armes chimiques sur une partie des quartiers, enfin des populations habitant dans les quartiers supposés être ceux de l'opposition. Le fait que le président Obama n'ait pas voulu nous suivre dans l'action que nous avions envisagée communément, c'est-à-dire de frapper les installations syriennes et donc d'affaiblir encore le régime et de mettre en cause directement Bachar, a été déterminant pour bien d'autres secteurs internationaux ou géographiques au-delà même de la Syrie. Mais en Syrie, ça a été la preuve que finalement nous laissions faire un processus dans lequel Bachar était encore l'acteur principal et qu'il pouvait à ce moment-là laisser penser que la faiblesse de l'Occident lui permettait d'accueillir encore davantage l'Iran, le Hezbollah et la Russie. Et la Russie elle-même a considéré que puisqu'il y avait défaillance occidentale, elle pouvait avoir
libre accès à la Syrie. Et c'est ce qui a, hélas, expliqué les bombardements tout à fait scandaleux que la Russie a organisés sur Alep et sur d'autres villes syriennes. Et puis le temps passant, et la lutte contre Daesh devenant la priorité principale de la communauté internationale, Bachar a laissé penser que, là encore, il était le rempart contre Daesh, alors même qu'il avait favorisé l'émergence de Daesh. Et le temps encore passant, aujourd'hui, eh bien, Bachar a gagné grâce à l'appui de la Russie, à la au désengagement des Occidentaux, pas de la France, mais en tout cas des Occidentaux, et a gagné parce que même si une partie de son territoire est balkanisée, si je puis dire, avec des Turcs qui occupent le nord, des Kurdes qui occupent une partie du pays, notamment toute la zone de Raqqa, et qu'il y a encore des interventions internationales, il n'en reste pas moins qu'il est aujourd'hui accepté au sein des pays arabes, faute d'autres solutions. Donc c'est un échec très grave, non pas pour l'Occident, c'est un échec très grave pour les valeurs que nous portons, c'est-à-dire le respect du droit international, la dénonciation des crimes de guerre, l'acceptation que des armes chimiques aient pu être versées sur une partie de la population. Et ce n'est pas sans lien avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose maintenant de passer aux questions de l'audience sans plus tarder. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, pour des raisons d'équité, de poser des questions les plus courtes possibles pour qu'on puisse faire participer le plus grand nombre, ou bien des questions à l'oral, et là, je vous demande de lever la main sur Zoom, ou bien de poser des questions sur le chat, et donc de nous les écrire et on les relèvera. Première question de Wissal. Normalement, tu devrais pouvoir activer ton micro. Ok, merci. Alors, Monsieur Hollande, je reviens pour discuter des dynamiques en région Maghreb, particulièrement de l'Algérie. Personnellement, j'ai été intriguée par la récente visite du président algérien en Russie pour y sceller un partenariat militaire avec Vladimir Poutine. Alors, en tant qu'ancien président français, ayant une vaste expérience des affaires internationales, pourriez-vous en partager vos réflexions, notamment dans le contexte vital de guerre actuelle en Ukraine? L'Algérie, depuis des années, je veux dire presque depuis l'indépendance, a toujours eu des relations avec la Russie. Alors, c'était l'Union soviétique, hein. Il y a même eu des installations soviétiques en Algérie. Il y a eu des contrats qui ont été passés avec l'Union soviétique dans toute cette période-là. Et donc, l'Algérie continue d'avoir avec la Russie, bien après l'effondrement de l'Union soviétique, des relations. Ça fait partie de la souveraineté de l'Algérie. Mais ça vient dans un contexte, et vous avez raison, ça vient dans un contexte où la Russie cherche non pas des alliés, mais des soutiens, ou en tout cas des pays qui pourraient être neutres dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine, et qui ne condamnerait pas l'opération de Vladimir Poutine. Donc l'Algérie sait très bien ce qu'elle fait quand son président va à Moscou en ce moment, c'est-à-dire montrer qu'elle a une relation qui n'est pas simplement la poursuite de ses rapports passés avec la Russie, mais une relation plus ambiguë encore par rapport à la violation du droit international. Je pense que l'Algérie, de ce point de vue, devrait faire attention, parce qu'elle est toujours respectueuse du droit international, parce qu'elle est toujours pour que les peuples puissent s'exprimer, pour l'autodétermination, pour l'émancipation des peuples. Et donc, elle devrait regarder ce que font les Ukrainiens, c'est bien le droit à être libre, à être souverain et à pouvoir s'émanciper de ce puissant voisin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un double discours quelque part? On parle souvent du double discours de l'Occident. Est-ce qu'il n'y aurait pas un double discours de la part de l'Algérie également? Oui, oui, il y a le monopole du double discours n'appartient à aucun régime et aucune géographie particulière. Je ne sais pas s'il y a un double discours. Pour l'instant, on n'entend pas beaucoup l'Algérie sur un certain nombre de conflits.
alors qu'il y a eu une diplomatie algérienne très active pendant toute une période. Mais peut-être aussi parce qu'en ce moment, la situation intérieure de l'Algérie ne lui permet pas forcément de jouer ce qui a été souvent son rôle lorsque l'Algérie était un des leaders du mouvement des non-alignés. Merci. Alors, Rihem, normalement, tu devrais pouvoir activer ton micro. Tout d'abord, nous voudrions remercier Votre Excellence pour sa présence, c'est un immense honneur. Et initialement, pour la question, on aimerait savoir, depuis le départ de la France, les exactions de l'armée malienne se multiplient. Et le dernier en date, Tamoura, ayant fait l'objet d'un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Sinon, associez-vous cela à la présence des milices Wagner? Je pense que les milices Wagner sont directement ou indirectement à l'origine de ces massacres. Les milices Wagner viennent pour servir de garde prétorienne, quelquefois utilisent des conflits ethniques pour jouer un rôle qui n'est pas le leur, et enfin viennent comme une société prédatrice sur les ressources d'un pays souverain. Et donc c'est extrêmement grave, et je pense qu'on aurait dû dénoncer Wagner depuis longtemps et ne pas laisser penser que Wagner était séparé de la Russie. Ce qui a été toute la présentation pendant des années de Poutine, qui, lorsqu'il était interrogé, y compris par moi, sur la présence de Wagner dans un certain nombre de pays, laissait croire qu'il s'agissait là d'une société privée indépendante sur laquelle il n'avait pas de prise. Maintenant, ce qui se passe en Ukraine est suffisamment clair. Le Wagner, même s'il peut y avoir des querelles à l'intérieur du système russe, Wagner est une organisation totalement contrôlée par Vladimir Poutine. Merci. Alors, prochaine question de Mariam. Bonjour, tout d'abord, nous aimerions vous remercier pour cette interview. Ma question, moi, reviendrait sur la baisse des visas. Donc, cette baisse des visas, est-ce qu'elle ne semblerait pas vouloir indiquer que la France n'a plus la volonté d'être un partenaire privilégié au Maghreb et se replierait du coup sur des thématiques internes, quitte à laisser le champ à d'autres puissances, donc comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, comme nous l'avons vu dernièrement, par exemple, avec l'Algérie? Oui, il y a ce risque-là, vous avez raison. Les visas, c'était un moyen, un outil pour la France pour garder des relations avec des pays dont elle était proche et aussi pour attirer des talents, des créateurs, des étudiants qui pouvaient nourrir précisément le courant de sympathie et d'échange entre le Maghreb et la France. Et lorsqu'il a été décidé, donc je n'étais plus président, hein, de réduire le nombre de visas, voire même de suspendre, ça a été fait par rétorsion. C'est-à-dire, puisque vous ne nous acceptez pas ce qu'on veut vous renvoyer, ce qui effectivement n'était pas forcément une bonne manière, mais puisque vous n'acceptez pas ce qu'on veut vous renvoyer, on va maintenant suspendre les visas. Je ne pense pas que c'était la bonne manière de faire. Il était légitime que la France dise reprenez un certain nombre de vos ressortissants dès lors que finalement c'est à vous de les mettre là où ils doivent être, c'est-à-dire quelquefois même en prison. Ne nous les laissez pas, alors qu'ils ont commis un certain nombre d'actes en France ou qu'ils sont venus de manière irrégulière. Mais ça, c'était énonçable. Mais la mesure de rétorsion, elle a été particulièrement malencontreuse parce que ça a frappé des gens qui ne voulaient pas venir en migration en France. Ils venaient soit comme touristes, soit comme étudiants, soit comme chercheurs, soit comme entrepreneurs. C'est-à-dire que c'était des personnes qui voulaient justement développer une relation avec la France fondée sur l'intérêt commun. Donc je pense que ça a été très malencontreux, très blessant et très inefficace, puisque de toute façon, aujourd'hui encore, et le Maroc et l'Algérie ne reprennent pas les personnes que nous voudrions faire revenir dans leur pays d'origine. Merci. Merci. Prochaine question, Louaï.
Bonjour, Monsieur le Président. C'est un véritable plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Ma question s'éloigne un peu du Maghreb. Elle concerne la diplomatie en général, l'évolution de la diplomatie. Tout au long de l'histoire, la diplomatie a joué un rôle crucial dans le façonnement du destin des nations et bien sûr la résolution des conflits. Cependant, face aux défis mondiaux, allant du changement climatique à l'intelligence artificielle, il devient impératif d'examiner comment cette diplomatie elle-même doit évoluer pour assurer la survie de l'humanité. Eh bien, ma question est, comment envisagez-vous l'avenir de cette diplomatie et quels sont les principes clés ou approches qui devraient guider cette évolution? Merci. Oui, votre question est très importante. Nous sommes rentrés dans un monde où il y a un conflit de plus en plus ouvert entre les démocraties d'un côté, les régimes autoritaires de l'autre, et il y a des fissures qui se perdent dans ce qui était jusqu'à présent le multilatéralisme et qui permettait, même si on avait des conceptions différentes, de se parler et d'agir. Et puis, au milieu de ce conflit entre les démocraties et les régimes autoritaires, il y a l'essentiel du monde, c'est-à-dire il y a des pays émergents ou pauvres qui ne se reconnaissent ni dans une forme de prétention occidentale à vouloir imposer un système ou à ignorer des conflits qui pourtant sont particulièrement meurtriers, mais qui sont loin de l'Europe ou loin des États-Unis. Et puis les régimes autoritaires qui n'inspirent pas forcément beaucoup de sympathie, mais qui néanmoins peuvent, par leurs moyens militaires ou par leur puissance économique commerciale, je pense à la Chine, être utiles pour ces pays. Donc, comment arriver à remettre de l'unité au monde face à un certain nombre de problèmes qui se posent partout. En l'occurrence, vous les avez cités, le réchauffement climatique, il ignore les frontières, il ignore les régimes, il ignore les civilisations, les systèmes. Il pose un problème de survie à l'ensemble de l'humanité. Pareil pour la gestion des biens communs, pareil pour la question du développement. Il en est de même pour l'accès au financement. En ce moment, à Paris, il y a une grande réunion pour trouver de nouveaux financements. Donc voilà, à mesure qu'on va avoir des confrontations sans doute assez brutales et durables, il faut ouvrir de nouveaux espaces pour que la négociation internationale puisse trouver sa place et pour qu'on puisse régler des sujets qui intéressent tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pessimiste. On voit bien que même dans une période où il y a ce que la guerre en Ukraine a provoqué, c'est-à-dire une forme de coupure, il y a des traités qui sont encore en négociation, en voie de conclusion. Il y a eu un traité sur le plastique, il y a un traité sur la mer. Peut-être que tout à l'heure, il y aura de nouveaux engagements sur les financements et que la COP28 peut se traduire par des avancées en matière de lutte contre le réchauffement. Et le rôle de la France, c'est pour ça que la diplomatie, c'est ça. C'est tout à fait une discipline fondamentale. Et le rôle de la diplomatie et le rôle de la France, c'est d'utiliser sa capacité à s'adresser à toutes sortes de pays et à porter les sujets qui nous sont communs. La diplomatie, c'est pas simplement pour régler des conflits, c'est pour ouvrir des espaces communs au monde, c'est-à-dire des intérêts qui nous unissent tous. Et c'est pour ça que la France est aussi attachée au multilatéralisme, aussi attachée aux institutions internationales, parce que c'est les lieux ou c'est les moyens qui nous permettent, par notre diplomatie, de faire avancer le progrès de l'humanité. Merci. Alors là, je vous propose d'alterner un petit peu, prendre des questions du chat. J'en ai une. Quelle serait l'erreur que vous ne referiez pas en politique étrangère si vous redeveniez président? Question en vue d'un deuxième mandat. Donc, si vous voulez faire votre annonce présidentielle ici, on est preneur. Il y a des choses que j'aurais pu faire mieux, je pense, pour l'Afrique, de trouver peut-être une solution avant mon départ, ou si j'avais fait un deuxième mandat après, pour précisément à la fois assurer la sécurité du Sahel et faire
la démonstration que la France avait été tout à fait utile et avait emmené l'Europe vers les politiques de développement davantage qu'on ne l'a fait. Mais sur les grandes décisions que j'ai eu à prendre, sur la Syrie, même si je n'ai pas été suivi par Obama, sur l'Ukraine, et là, on était avec Angela Merkel dans un processus et on espérait qu'il pourrait aboutir à trouver une solution durable, ce qui n'a pas été le cas. Je pense que je n'ai pas de regrets. J'ai encore moins de regrets de ne pas avoir fourni le porte-hélicoptère Mistral, les deux porte-hélicoptères Mistral à la Russie, alors même que c'était un contrat qui avait été signé par mon prédécesseur et qui était en voie d'achèvement. Voilà ce que je peux dire. Je crois que j'ai été suffisamment clair sur la Russie, lucide sur la Chine. J'ai regretté que l'Europe n'avance pas plus vite, même si on avait pu, sous notre pression, régler la question grecque de manière honorable. Alors justement, en parlant des choses peut-être, les choses qui ont marqué votre mandat en termes de diplomatie, c'est une autre question du chat, est-ce que vous vous attendiez au changement de position des Américains sur l'intervention en Syrie, ou cela a été une surprise pour vous? D'autant plus que c'est d'ailleurs le président Obama qui avait lui-même fixé la ligne rouge des armes chimiques, donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il respecte ses propres lignes rouges. Oui, c'était une surprise parce que des engagements avaient été pris, une surprise parce que l'opération était prête, une surprise parce que j'en voyais toutes les conséquences géopolitiques, une surprise parce que ça a été soudain. En quelques heures, il y a eu un changement. Je pouvais en comprendre les raisons. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Obama n'avait pas été élu pour faire une intervention militaire en Syrie, surtout après une intervention déjà en Libye qui était contestable. Mais voilà, ça a été une surprise. Et la question, puisque vous parlez des regrets, quelquefois je me suis posé cette même interrogation. Est-ce que nous aurions, nous, la France, pu faire seule? On était lâchés par les États-Unis. David Cameron n'avait pas pu avoir l'accord de la Chambre des communes. Est-ce que la France aurait pu frapper Bachar? Oui, militairement, nous pouvions frapper Bachar. Mais nous nous serions retrouvés totalement isolés sur la scène internationale, puisque le Conseil de sécurité ne nous aurait pas suivis. Et en plus, toutes les puissances, y compris une partie de nos partenaires européens, nous auraient condamnés. Donc, ce n'était pas possible. Moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, Monsieur le Président. Vous aviez critiqué la gestion de l'intervention menée par le président Sarkozy en 2011 en Libye. Je crois que c'était en 2015. Vous aviez critiqué notamment les conséquences géopolitiques, notamment en matière migratoire, etc. Or, les raisons qui avaient justifié cette intervention étaient plus ou moins les mêmes que celles qui auraient justifié une intervention en Syrie. C'est-à-dire, on détrône un dictateur sanguinaire au nom des droits de l'homme. Donc, pourquoi est-ce qu'une intervention en Syrie aurait fonctionné là où celle de M. Sarkozy en Libye a échoué gravement, si bien qu'on en paye toujours les conséquences aujourd'hui? Mais j'avais soutenu, que j'étais chef de l'opposition à l'époque, j'avais soutenu l'intervention en Libye dès lors qu'elle n'était qu'une intervention de protection des populations civiles. Il ne s'agissait pas à ce moment-là de renverser le régime ou de laisser Kadhafi être assassiné ou tué comme il l'a été. Bon, il ne s'agissait pas d'une intervention pour renverser le régime. Il s'agissait de protéger la population qui paraissait être exposée à des bombardements de la part de l'aviation libyenne. Et pour la Syrie, c'eût été le même, non pas le même processus, mais la même décision que celle que j'aurais encouragée en Libye, c'est-à-dire, il ne s'agissait pas de dire on va mettre hors d'état de nuire Bachar el-Assad, on va renverser son régime, c'était on va le punir en détruisant des installations où on savait qu'elles étaient les lieux où les bombardements chimiques avaient été autorisés, voire même avaient été effectués, donc les aéroports, etc., de manière à renforcer la pression pour une issue diplomatique à la question syrienne. J'ai toujours pensé que la question syrienne, elle devait se régler diplomatiquement, politiquement, c'est-à-dire avec l'accès de l'opposition
la transition et ensuite à des élections qui pouvaient offrir une issue à cette guerre civile. Alors, autre question du chat. Concernant la situation actuelle tunisienne, comment expliqueriez-vous le manque d'accompagnement de l'Europe et de la France face à la transition démocratique fragile que prenait la Tunisie en 2011, dont les résultats sont aujourd'hui des institutions politiques désorganisées et une économie faillible? D'ailleurs, je me permets de rappeler qu'on avait accueilli en février le président Marzouki pour une conférence et il n'avait pas été très tendre avec vous, Monsieur Hollande. Je me dois de vous le dire. Moi, je ne l'ai pas entendu. On vous enverra J'avais même envers le script. J'avais accueilli Marzouki précisément quand il était président. Nous avions là aussi mis les moyens de la France à la disposition de la Tunisie pour qu'elle puisse avoir les soutiens indispensables. Ensuite, et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est pas toujours la faute aux autres si ça se passe mal dans un pays. C'est trop facile de dire bah, la France n'était pas là, mais c'est ceux qui dirigent un pays qui doivent être là. C'est pas de notre faute si il y a eu des alliances qui ont été passées en Tunisie, s'il y a eu un système politique qui s'est décomposé. C'est pas à nous, la France, de dire comment il faut choisir les dirigeants, comment il faut accepter ou pas accepter des alliances. Donc, c'est trop commode lorsqu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté en Tunisie en ce moment. Et ce n'est pas la France ou l'Europe ou je ne sais quelle puissance extérieure qui en est en cause. D'autant qu'il y a des puissances extérieures qui sont à l'œuvre en Tunisie et pas simplement en Tunisie, où on est allé chercher tel ou tel apporteur de fonds qui ensuite n'est pas forcément pour rien dans les déséquilibres qui peuvent exister. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'a dit Marzouki, mais enfin, il a fait des alliances, il a dirigé son pays sans que la France ait eu, et heureusement, son mot à dire. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un manque de soutien extérieur que la situation tunisienne est ce qu'elle est. Mais ce n'est pas parce que la situation tunisienne est inquiétante qu'il ne faut pas aider la Tunisie, il faut encore l'aider autant qu'il sera possible. Et moi-même, lorsque j'étais président, j'ai fait plusieurs déplacements en Tunisie pour exprimer la solidarité de la France. Alors, je vois que l'heure tourne. Je pense qu'on va prendre encore une dernière question avant de vous poser ma question en conclusion. Iliane, peut-être? Oui. Bonjour monsieur, tout d'abord merci pour votre présence et pour les réponses que vous nous apportez. Je souhaitais revenir à la question de la situation du Mali et vous poser les questions suivantes. Alors la première, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais je voulais savoir aujourd'hui quelle était votre lecture du revirement pro-russe au Mali. Selon vous, la France y a-t-elle une part de responsabilité? Et enfin, la France a aussi été accusée d'avoir étroitement collaboré avec le MNLA, partisan de l'autodétermination de l'Azawad, alors que le mandat onusien stipulait sauvegarder l'intégrité territoriale du Mali. Et j'aurais aimé savoir ce que vous pouviez répondre à ces accusations. Merci beaucoup. Lorsqu'il y a eu l'intervention française et africaine, il ne faut jamais oublier que la France n'est pas venue toute seule au Mali. Elle a travaillé avec les forces maliennes, forces armées maliennes, forces armées tchadiennes et d'autres contingents, nigériens et autres. Nous avons eu aussi l'appui des groupes qui étaient autonomistes ou indépendantistes, c'est vrai, et qui luttaient contre le djihadisme. Donc, il y avait des liens qui s'étaient établis et qui n'étaient pas forcément des liens politiques, c'était tout simplement d'ailleurs des alliances objectives. Il s'agissait de chasser les djihadistes et les mouvements MNLA et autres ont pu être à un moment impliqués. Les accords d'Alger, d'ailleurs, précisément, devaient permettre qu'il puisse y avoir un dialogue politique qui faisait qu'il y ait une réconciliation générale et bien sûr dans le cadre de l'intégrité des frontières du Mali et de sa souveraineté pleine et entière, y compris jusqu'à Kidal, puisque c'était le point souvent évoqué. Donc voilà pourquoi je considère qu'il n'y a pas d'accusation à proférer. Il y a tout simplement un processus politique qui aurait dû être poursuivi, qui ne l'a pas été. C'est dommage. Bon, parce que le Mali a toujours été, depuis son indépendance, justement, traversé par ce conflit entre le Nord et le reste du pays. Sur l'accompagnement, on en a déjà parlé, les aides, etc. Bon, nous, la France, on a tout fait pour que
justement, on n'apparaisse pas comme servant nos propres intérêts ou cherchant je ne sais quel contrat, il n'a pas eu, et de faire venir plutôt les Européens pour que nous n'ayons pas justement cette suspicion de restaurer je ne sais quelle France-Afrique. Enfin, nous, on a souhaité qu'il y ait un processus électoral. Il y a eu un processus électoral, il y a eu 2 élections présidentielles, des élections législatives, et ce n'est pas à la France d'organiser les élections. Là aussi, s'il y a des contestations, c'est aux autorités maliennes d'en répondre. Après, donc, les services russes ont été utilisés par les auteurs des coups d'État, puisqu'il y a eu 2 coups d'État, et ensuite on joué un rôle pour faire venir Wagner et se substituer, non pas à la France, parce que la France, Barkhane n'était pas présent au Mali, à Bamako ou ailleurs, elle était présente dans la zone sahélienne, alors que les troupes de Wagner sont essentiellement disposées pour protéger le centre du Mali et Bamako, et notamment servir de garde prétorienne. Donc voilà, on peut toujours regretter, on peut toujours dire que nous aurions dû partir plus tôt. Peut-être que si j'étais resté président, nous serions partis encore plus tôt, nous n'aurions pas toléré les coups d'État, etc. Mais c'est trop facile de pointer la responsabilité, en l'occurrence de la France, qui est venue au Sahel tout simplement parce qu'on l'a appelé et qui ne cherchait rien d'autre que d'affirmer une solidarité pour disculper tous ceux qui ont la plus grande des responsabilités aujourd'hui du Mali ou du Burkina Faso, c'est-à-dire ceux qui sont venus au pouvoir par des moyens qui n'étaient pas les moyens légaux. Merci. En guise de conclusion, Monsieur le Président, et au vu des actions de plus en plus nombreuses menées par la jeunesse de France, du Maghreb ou d'ailleurs, pour que sa voix pèse plus dans les processus de décision internationaux, une jeunesse d'ailleurs qu'on voit en nombre ce matin, pardon, on en perd le décalage horaire. Si vous aviez un ou plusieurs conseils à donner à la prochaine génération qui aurait à cœur de s'engager politiquement, que lui diriez-vous? En France, d'abord, je lui dirais qu'il faut reprendre l'engagement politique, revenir vers des partis sans doute nouveaux ou en prenant la succession des anciens, mais on a besoin de partis politiques, on a besoin de forces militantes, on a besoin d'une démocratie qui soit revivifiée. Ça, c'est pour la France. Et mon inquiétude, elle est d'abord en France parce que je vois la politique se disloquer, les structures politiques se déliter. C'est un très grave problème pour la démocratie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une volonté d'engagement. La jeunesse, elle est très engagée dans des mouvements citoyens, dans des mouvements écolos, dans des mouvements pour la planète, dans des mouvements pour la solidarité, mais elle ne trouve pas forcément un débouché politique pour ensuite faire que ces actions de contestation puissent être des formes de politique qui puissent se traduire grâce au vote dans la réalité. Pour les jeunesses des pays du Maghreb et d'une manière générale des pays africains, voilà, c'est à elles de continuer à penser que la démocratie, ce n'est pas une valeur occidentale. Le pluralisme, la question de la transparence, de la lutte contre la corruption, de l'action aussi climatique, ce n'est pas des principes qui viennent se coller à des réalités qui ne seraient pas adaptées ou qui seraient voulues par les anciennes puissances coloniales. Non, il faut qu'elles s'accrochent ces valeurs-là à leur drapeau. Et enfin, je pense que les partis politiques, ils sont aussi nécessaires. Il y a eu de grands partis politiques qui ont été créés en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Il y a une vie politique. Il y a encore une vie politique, même si elle n'est pas aussi active qu'on le voudrait. Et en Afrique aussi, il y a eu de grands partis politiques. Il faut revenir vers ce qu'est l'action politique pour précisément permettre de dépasser toutes les conflits qui peuvent exister, les ethnies qu'on essaye de réveiller. Donc, je pense que la politique est devenue indispensable. Et
Et donc, j'invite, mais moi, je ne suis qu'une voix, j'invite tous ceux qui ont envie de changer le monde, de s'engager encore davantage. Et pas simplement dans les luttes minoritaires ou dans des actions simplement ciblées, de le faire politiquement, c'est-à-dire pour prendre le pouvoir. La politique, c'est quand même l'accès au pouvoir et ensuite la transformation d'une société. Monsieur le Président Hollande, ce fut un réel honneur de vous avoir avec nous. Au nom de Sciences Maroc et de l'ensemble des étudiants de Sciences Po, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour le temps que vous nous avez accordé ce matin et pour la pertinence de vos réponses et de vos conseils qui nous aident sans aucun doute à y voir plus clair. Nous espérons que ce moment d'échange a été propice à la réflexion et au débat d'idées. Merci également à notre cher public pour son écoute et ses questions qui nous ont permis de cerner un peu mieux les positions diplomatiques qui ont été celles de la France durant le mandat du président Hollande. Enfin, permettez-moi, Monsieur le Président, de conclure sur une phrase qui m'est venue en vous écoutant parler de la jeunesse et notamment de l'action, de ce qu'il faut faire demain et de ce que représente la politique. Je crois que c'est une phrase de Bergson, si ma mémoire est bonne, mais le plus important étant qu'elle dit « L'avenir, ce n'est pas ce que nous allons faire. Pardon, l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. » Eh bien, faites-le. Et faites-le le plus vite possible. Si vous pouvez m'adresser toutes les questions qui n'ont pas pu être posées, ou même les réactions qui quelquefois ont pu suivre mes propos, j'en serais heureux, parce que ce qui m'intéresse, c'est vous, pas simplement d'être là pour émettre des réflexions ou des idées ou des justifications de ce qu'a été mon action. C'est aussi de connaître vos propres préoccupations, vos propres sensibilités et vos propres exigences. Donc, merci pour cette invitation et j'attends donc tout ce qui ne m'a pas été dit encore pendant cette phase de discussion. Bah, écoutez, c'est très bien noté. Moi, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés et dont les questions n'ont pas été posées de me les envoyer personnellement sur mon adresse mail et je vous les transmettrai avec très, très grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Que je veux retrouver grâce à vous. Oui, vous avez... Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.